Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Passons à l'information, passons aux détails de ce qui se passe dans le monde. Eh bien, il se passe quelque chose de grand. Quelque chose de grand se passe dans le détroit d'Ormuz. Il y a déjà des mouvements de 10 000 marins, c'est ce que rapporte le CENTCOM. Passons aux détails. Mais ce blocus, selon ce qu'affirment les États-Unis, le Pentagone, s'étendrait sur toute la côte de l'Iran, n'est-ce pas? Voyons aussi la réaction de la Chine. La Chine trace une nouvelle ligne rouge qui semble être franchie de plus en plus souvent, et cela, fait monter les alertes sur les risques liés à la Chine. Un autre sujet également, un changement de cap de la part de l'Allemagne. Nous allons en parler, voir ce qui se passe. Il y a un changement de cap de la part de l'Allemagne concernant la question de l'Iran, de la part des Allemands. Maintenant, passons à l'information. Mettez un j'aime, les amis. Allez-y partager, s'il vous plaît, à tous ceux du chat. Donnez-nous un coup de main avec ça. Merci. Merci à toute la communauté. Merci à tous. À toute la famille de cette grande communauté en pleine croissance, une grande salutation à ceux qui nous regardent en différé. Et à ceux qui ne commentent pas, qui sont la grande majorité, vous savez qu'environ 99,7% de la chaîne ne commente pas. Faites attention à ça. 99,7% ne commentent pas la chaîne mois après mois. Environ chaque mois, différentes personnes nous rendent en visite. 1 million de personnes à peu près par mois. 1 million de personnes. Imaginez-vous par mois, c'est le calcul qu'ils font ici sur YouTube, 1 million de personnes différentes par mois, mais seulement un tout petit pourcentage. Ceux qui commentent vraiment attirent dans mon attention. Je comprends que beaucoup travaillent et ne peuvent pas commenter, mais si tu peux au moins nous saluer, je t'en serai reconnaissant. Et je pense que la communauté aussi apprécie de savoir que vous êtes donc très nombreux à être là. L'immense majorité est là sans laisser de commentaires. Certains même ne s'abonnent pas ou ne se rendent pas compte que parfois le système les désabonne, alors vérifiez bien que vous êtes abonnés, parce que ça arrive aussi très souvent, beaucoup de chaînes le signalent déjà, que soudainement ils apparaissent comme désabonnés. Merci à tous, vérifiez votre abonnement. Passons à l'info. Arturo, comment vas-tu? Marcella, bienvenue à toute la communauté en direct. Allons-y avec les détails. Quel est ce rapport aujourd'hui? Le blocus. Nous allons d'abord montrer le tweet. Voici un tweet sur le blocus. Le compte officiel du CENTCOM, le commandement central des États-Unis, et qui dit ce qui suit. Passons au rapport. Voyons ce qu'ils disent. Plus de 10 000 marines fantassins de marines et aviateurs américains, accompagnés de plus d'une douzaine de navires de guerre et d'une douzaine d'aéronefs, mènent en ce moment même une mission de blocus total des navires entrant et sortant des ports iraniens pendant les premières 24 heures. Ils disent beau qu'aucun navire, selon eux, n'a réussi à franchir le blocus américain. 6 navires marchands ont obéi aux instructions des forces américaines pour faire demi-tour et rentrer dans le port iranien du golfe d'Oman. Le blocus est appliqué de manière impartiale contre les navires de toutes les nations qui entrent ou sortent des ports iraniens, peu importe de quel pays tu viens. Si tu entres et repars du port iranien, ils t'arrêteront, selon le CENTCOM, non. Incluant tous les ports iraniens du golfe arabique et du golfe d'Oman, uniquement côté iranien. Les forces américaines soutiennent la liberté de navigation pour les navires qui transitent par le détroit d'Ormuz à destination et en provenance des ports non iraniens. Voyons quelle est la stratégie ici. Au moins celle du Pentagone. Donc pour commencer, regardons ici la carte. C'est essayer de donner au moins l'impression que, d'accord, les cartes. Quelles sont les cartes de l'Iran? La carte. La plus forte, c'est le détroit d'Ormuz, donc dans les négociations, ce qu'ils veulent, c'est affaiblir cette carte maîtresse. Imagine que tu joues au poker et disons que tu as une carte très forte, que tu sais être extrêmement puissante, non. Donc ce que font les États-Unis, c'est affaiblir cette carte, ou du moins essayer de l'affaiblir, n'est-ce pas? Alors ils mettent la carte maintenant, de toute façon, on met la carte que le CENTCOM présente, mais je veux que vous la voyiez d'abord ici. Toute cette ligne va de là. Toute cette ligne, tout ça, allons-y, tous les pétroliers, les cargos, que ce soit de gaz ou autre, venant d'Iran dans cette zone, peu importe le pays d'origine, ils sont tous arrêtés. C'est ce que dit le CENTCOM et il montre l'image suivante. Voyons si on peut l'afficher à l'écran, il montre cette image. C'est celle-ci. Il donne ici l'explication que je viens de donner et la présente dans ce graphique du Pentagone.
Et il dit, voici la ligne, pas la ligne rouge qui est là, que je vous montrais il y a un instant sur la côte de l'Iran, qui était bloquée. C'est-à-dire, les navires qui viennent de là sont détectés, ils sont surveillés et ils ne peuvent pas passer. C'est ça le problème, non ? Cela a un effet énorme sur l'économie, surtout si cela vient à se prolonger. Nous allons voir ce que rapporte le FMI à propos de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Et ensuite, nous irons aussi voir la réaction de la Chine, car la Chine, évidemment, étant l'un des plus touchés, réagit aussi face à cette situation. Et il confirme déjà au moins une nouvelle ligne rouge, pour ainsi dire, qui évidemment inquiète aussi dans cette affaire. Donc dans ce blocus du blocus, parce que c'est un blocus contre un blocus, ce ne sont pas les blocus habituels. Voilà le film d'aujourd'hui. Il s'agit de blocus, un blocus en réponse à un autre. La guerre avec l'Iran, affirme le FMI, a freiné l'élan économique au niveau mondial. Cela a alimenté l'inflation mondiale, avertit le FMI. La guerre en Iran a freiné le dynamisme économique mondial, a déclaré aujourd'hui, mardi 14 avril, le Fonds monétaire international. Il affirme que ce que nous vivons en ce moment représente, disons, le plus grand défi auquel le monde est confronté sur le plan économique de ces dernières années. Le FMI rejoint l'Organisation de coopération et de développement économique qui le mois dernier a également annulé une révision à la hausse prévue parce que, disent-ils, les chiffres s'envolent. Avant la guerre, nous étions prêts à améliorer nos prévisions de croissance mondiale. Tout semblait aller bien, affirme le FMI. Donc franchement, il faut vraiment regarder ça. Voyons ce soir si nous faisons la liste de plusieurs indicateurs mondiaux. De laquelle, quelle est la perception et qu'est-ce que le monde voit des États-Unis ? Je ne parle plus de l'Iran ou d'un pays qui est actuellement en conflit avec les États-Unis. Non, en général. Quelle est actuellement la vision qu'ont les gens des États-Unis ? Quels sont les indicateurs mondiaux ? Regarde, ils chutent en flèche. Parce qu'imagine un peu, si tout à coup tu te dis « Hé, pourquoi les prix augmentent-ils chez moi ? C'est parce qu'une personne a fait la guerre à une autre. Et au final, toi, ça te coûte chez toi. Et qu'est-ce que ça te coûte ? Eh bien, ça te coûte ta vie, parce qu'au final, c'est ce qu'on donne quand on travaille. Tu donnes ton temps, ta vie au travail. Et si tout à coup, maintenant, je dois travailler plus pour gagner la même chose, pour pouvoir nourrir ma famille, pour pouvoir apporter ça. Il dit « et d'où vient l'origine de tout ça ? Eh bien, d'ici. » Évidemment, c'est ça. C'était vraiment un mauvais marketing, n'est-ce pas ? Énorme. Et le FMI est en train de le confirmer. La guerre au Moyen-Orient, dit-il, a freiné l'élan économique. C'est ce qu'écrit le chef du FMI, l'économiste Pierre-Olivier Gorin-Chasse. Ceci dans son propre blog, où il mentionne la fermeture du détroit d'Ormuz et les graves dommages causés aux installations critiques dans le Golfe. Dans une région essentielle pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures, il évoque la possibilité que nous entrions dans une grave crise énergétique si les hostilités se poursuivent. Les chiffres sont très clairs. Le FMI a réduit la prévision de croissance mondiale de 1,2% jusqu'à 3,1% pour 2026 contre 3,4% l'année dernière. Le FMI a également relevé de manière significative les prévisions concernant les prix mondiaux, prévoyant une inflation qui atteindra 4,4% cette année. Le FMI a augmenté la croissance un peu plus que ce qui avait été prévu. Passons à d'autres points aussi. Le 0,4. La Chine fait déjà plusieurs commentaires, avertissements, contre-mesures, comme ils disent, n'est-ce pas ? À ce sujet, parce que hier, ils n'en parlaient pas. Le FMI a même augmenté la prévision de 0,4. Cela confirme qu'ils envoient dans le sang des armes aux Iraniens. Nous n'imposerons pas 50% de droits de douane sur tous les produits qu'ils veulent nous vendre. Des droits de douane de 50% frappent très durement toutes les entreprises américaines pour commencer. Ah bon, une bonne partie, pas toutes, mais une bonne partie. Le FMI représente un grand niveau d'achat envers la Chine. Apple, n'en parlons même pas, etc.
Eh bien, selon ce que rapporte la Chine, elle lance un avertissement ferme en disant qu'elle répondra par des contre-mesures fermes si les États-Unis de croissance en pourcentage. Aranceles, ellos impondrán también aranceles a 3,4 pour les États-Unis. Le conflit suit la déclaration de Donald Trump annonçant un tarif de 50% sur les produits de chinois. La Chine apporterait une aide militaire à l'Iran pendant le conflit au Moyen-Orient. Le FMI a assuré que des informations provenant des États-Unis, divulguées à différents médias américains, indiquent que Pékin fournirait des systèmes de défense aérienne à Téhéran, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle s'impliquerait ou interviendrait. Une croissance de 3,4% FMI de renseignement. Ce que je disais, c'est que le point, c'est que la Chine ne le fait pas de manière directe. Même si elle s'implique clairement, elle ne le fait pas de façon directe. Disons une croissance visible de 3,4%. Oui, on peut dire par exemple qu'elle l'envoie au Pakistan ou dans un autre pays. Non, je ne pense pas au Pakistan, mais oui à d'autres pays. Et à partir de là, ces pays le vendent ou l'envoient aux Iraniens pour que ce soit plus indirect. Le New York Times mentionne que la Chine. Le FMI a augmenté toute la tension. La Chine nie complètement les accusations qui viennent du New York Times et d'autres médias américains et qui ne sont pas des rapports des médias. Ce n'est pas comme si les médias ou le journaliste étaient allés là-bas en Chine pour voir par eux-mêmes. Non, non, non. Les services de renseignement leur font fuiter ces rapports. Le 0,4%, c'est-à-dire, et ensuite il fait comme si, ah, c'est énorme, bon. La prévision de croissance mondiale est à 3,4%, c'est-à-dire c'est ton information. Donc si c'est vrai, eh bien c'est l'information que tu donnes, c'est ton service de renseignement qui la fournit. Et tu fais ça comme un avertissement que tu vas mettre des droits de douane, non. Si tu vois déjà que c'est ton information, alors mets le droit de douane, non. Évidemment, il ne va pas le mettre, et s'il le fait, il l'enlèvera après quelques jours. Comme on le fait toujours, l'expression du FMI, c'est de lâcher des informations, de les filtrer, de les amplifier dans les médias, puis de donner un coup sur la tête. Pour ainsi dire, c'est comme dire « comporte-toi bien, sinon, non ». Il va le punir, en gros, non. Donc c'est très étrange parce que c'est comme si on parlait à un miroir. 3,4%. Et beaucoup d'hommes politiques font fuiter le rapport et ils réagissent au rapport, ils s'énervent et disent « ben non, je vais mettre des tarifs douaniers » et bon, s'ils voulaient en mettre. La prévision de croissance mondiale a été relevée à 3,4%. Ou alors si c'est confirmé, qui le confirmera? Qui est au-dessus des services de renseignement? Eh bien eux-mêmes, n'est-ce pas? Ou ce ne sont qu'eux? Donc, dans tous les cas, si tu vas le faire, fais-le ou ne le fais pas. Mais on va donner tout le rapport et ensuite tu t'énerves et tu menaces. Et les États-Unis et la Chine le savent déjà. La Chine est toujours la même. La réaction est et a été très, disons, utile parce qu'elle a toujours poussé Donald Trump à reculer. Le porte-parole chinois, Wang Jingong, a clairement indiqué qu'il n'acceptera pas que les États-Unis utilisent des sanctions économiques. Le porte-parole chinois du FMI a évoqué une confrontation entre essentiellement deux économies qui, malgré une croissance de 3,4%, restent dépendantes l'une de l'autre. La Chine est le principal acheteur du pétrole iranien, mais c'est aussi le cas du Japon, et nous savons que de nombreux pays, je parle du Moyen-Orient, le sont également. La Chine est celui qui achète le plus à l'Iran, tandis que le Japon importe surtout d'autres pays du Golfe. C'est un peu comme le mème du grand sac, ce Charlie qui augmente la prévision de 100. Charlie, meme, conspira. Le FMI, tu vois, ce sujet donne un peu la même impression que ce mème. Voilà, c'est comme ça, tout est lié de partout, et évidemment tout le monde se menace, tout le monde se parle. Mais tu sais que si tu le menaces, il va faire exactement la même chose que ce que tu lui fais. Et ça va te frapper très fort sur l'économie. En fait, la même menace que tu es déjà en train de faire, si c'était vrai, oui. Le 3,4%, ça serait en train de chuter en ce moment, parce que c'est déjà arrivé. Quand ils ont mis les tarifs douaniers, ça ne se voit pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, la prévision de croissance, on ne croit plus à Trump, précisément. Ils savent déjà que ce sont des menaces. Oui, c'est bien le moment où c'est à 3,4%.
Ce n'est pas possible de continuer à monter parce que ce que tu produis, tu le fais en Chine, tu continues à le faire en Chine. 100% de tes coûts, évidemment, tu vas cesser de percevoir beaucoup de bénéfices. C'est déjà un jeu tellement joué, tellement utilisé que ça ne produit plus d'effet. Avant, quand on voyait des annonces comme ça, avec des chutes du marché, maintenant ça ne les intéresse plus. Et la Chine réagit comme elle devrait le faire en théorie, elle ne va pas rester silencieuse. Les analystes assurent que la relation entre la Chine et l'Iran est plus qu'économique et qu'elle a clairement une dimension militaire. Du moins, c'est ce que disent les analystes. C'est ce qu'ils disent. Le FMI a constaté une augmentation des matériaux que possède l'Iran. Ce n'est pas vraiment une surprise. C'est juste que maintenant, puisqu'il est en guerre à cause de la situation, il veut l'utiliser, comme le dit bien ce personnage, pour mettre la pression. De croissance mondiale en part de 3,4%, c'est-à-dire qu'il ne va rien se passer. Et si quelque chose se passe, l'effet sera contre-productif. C'est ça aussi qui est intéressant en ce moment. Tout est tellement lié que tout, absolument tout dépend de tout, surtout pour les grandes puissances. Le FMI a augmenté la prévision de croissance d'1%, et même si on essaye d'être plus indépendant, c'est comme ça. De 3,4%, un changement de cap en Allemagne attire particulièrement mon attention. Avant, le FMI avait augmenté. La prévision en pourcentage serait les États-Unis, et on dirait bon, eh bien, nous soutenons à 100%, et voilà ce que disent les États-Unis sera bien. Les trois qui sautent sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, c'est-à-dire les pays. Pour 100. Ils sont contournés dans les négociations. Ils rencontrent directement l'Iran lors d'une conférence de presse urgente. À Berlin, le chancelier Merz y participe. Là-bas, ils n'ont pas de président. Là-bas, c'est le chancelier. Donc il est sorti pour dire, voyons, nous allons parler et nous allons prendre un tournant totalement différent. Nous allons discuter la prévision de croissance en Iran pour promouvoir une solution pacifique et pour que le détroit reste ouvert. De 3,4%. Mais aussi dans l'ensemble, après une conférence de presse de dernière minute convoquée par le chancelier Freischner, il a surpris tous en annonçant qu'en coordination avec les États-Unis et ses partenaires européens, l'Allemagne agira diplomatiquement. Déjà vers le 8 ou 9 avril, il l'avait déjà dit. Les Allemands prennent une autre direction et cela le confirme. Évidemment. Passons à d'autres sujets, mais attention, non. Eh bien, ça ne me surprend pas que les choses avancent de façon aussi incroyable et qu'on veuille faire l'annonce de la part du Pentagone, de la part du CENTCOM. Nous bloquons tout au même moment où nous apprenons qu'il y a déjà 6 navires iraniens qui sont partis sans problème. Autrement dit, du pétrole ayant transité par des ports iraniens est parti sans problème, sans être spécifiquement d'Iran. Alors, une chose c'était ce qu'on dit, une autre chose, clairement, c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup, Aurora. Comment vas-tu ? Aurora Ortiz. Un grand salut à toute la communauté qui arrive. Merci beaucoup pour vos salutations. Je suis là aussi à vous écouter, ou plutôt à vous lire. Bonjour. Comment vas-tu, Sergio Parra ? Salutations au Chili. Il dit que la solution est que les pays alliés s'arment d'armes nucléaires. Si l'Iran veut des armes nucléaires, dit Ferrad. Comment vas-tu, Ferrad ? Salutations également à Miami à Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël ? Très bien. Dans un monde idéal, tu dirais qu'il n'y a pas d'armes nucléaires, mais ce n'est pas la situation actuelle. En ce moment, c'est un sujet compliqué. C'est un choc nucléaire, ça, de rempart sans. Autrement dit, sans affrontement nucléaire avec des armes. Mais ce qui provoque tout ça, c'est la question nucléaire. Au final, c'est ça l'inquiétude qu'il y a. Il y a un moment, je vous disais que j'avais vu un rapport et maintenant c'est confirmé. Cette fois sur la chute du pétrole, sur la production de pétrole au niveau mondial. Pour nous donner une idée, dans cette zone, on produisait environ 21 millions de barils, entre barils, gaz, etc. Non ? Mais c'est à peu près ce qu'ils estimaient en... Et maintenant, avec l'effondrement, on est arrivé à environ 2 ou 3 millions de barils qui sortent de là. Il en est donc sorti bien moins, ce qui a un impact mondial. Et si la production de pétrole a subi un effondrement, rien qu'en pétrole, il y a eu une chute de 10 millions de barils, rien que le pétrole. Cela depuis le début de la guerre au Moyen-Orient en mars.
Mais le chiffre le plus inquiétant n'est pas celui-là. Tu te dis, bon, mars était dur. Heureusement qu'en avril ça va mieux, non? La perspective, du moins selon cet organisme de l'AIE, oui. Sí. Leur perspective, c'est que avril est pire ou va être pire. Parce qu'avril n'est même pas encore terminé, on n'est même pas encore à la moitié du mois. Dans le rapport mensuel sur le marché du pétrole, publié par l'AIE, il est indiqué qu'en mars... D'accord, ce qu'ils disent, c'est qu'ils pensent que l'effet pour avril va être pire. À part ça, ce n'est pas quelque chose qui peut se récupérer en disant « Bon, la guerre est finie, serrez-vous la main, voilà, c'est réglé. » Oui, oui, et non. Le Qatar va dire, et Bahreïn va dire aussi, et qui va me réparer le mur qu'ils ont laissé ici? Ça va prendre 4, 5, 6 ans pour que ça redevienne comme c'était. ¿Verdad? Ça, c'est une chose. L'autre chose est la suivante. Qui convaincra les millions de touristes qui nous visitaient en chaque année? Qui les convaincra de revenir? Et il se peut qu'à un moment donné, ils reviennent. Pour rester quelques jours, puis partir. Mais qui va nous convaincre d'y rester? Rappelle-toi, ils vendent des biens immobiliers, des appartements et des maisons. C'est un grand secteur, surtout à Dubaï. Qui est en pleine croissance ou qui était en pleine croissance et maintenant? Eh bien non, parce que franchement, qui voudrait investir? Eh bien moi je veux avoir une maison là-bas pour ma retraite et tout ça parce que c'est très agréable, très tranquille, il n'y a pas de vol, rien de tout ça, rien de possible. Mais s'il peut y avoir des bombes, alors voilà. Tu n'aimes plus autant, n'est-ce pas? Donc ça aussi, ça va avoir un effet important. Passons à d'autres sujets également intéressants. Faire une annonce de la part de Vladimir Poutine, président de la Russie, dans laquelle ils affirment vouloir que les étudiants universitaires aillent à la guerre. C'est un sujet terrible parce que, au final, tes étudiants universitaires sont les esprits, ce sont les cerveaux que tu veux voir révolutionner ton pays, qu'ils apportent de l'innovation, etc., etc. Mais en ce moment, il y a des affiches dans les couloirs des universités où, en gros, on leur exige de partir à la guerre. Quoi qu'il arrive, soit tu signes, soit on t'expulse avec des affiches dans les couloirs, des réunions à huis clos et des menaces. Le Kremlin a transformé les facultés en centres de recrutement dans le cadre d'une campagne, et cela a tiré la sonnette d'alarme dans les familles russes, dans lesquelles, ils cherchent à intégrer les jeunes pour qu'ils deviennent soldats. En gros, le Kremlin a lancé une campagne systématique pour recruter des étudiants. Les universitaires, surtout, ils veulent que ce soit les étudiants qui soient responsables des drones. Oui, c'est ça le problème. Ils ne les veulent pas au front, mais pour utiliser des drones. L'offensive vise à intégrer des jeunes à la force des systèmes sans pilote. Une branche militaire créée en novembre 2024 spécifiquement pour la guerre avec des véhicules aériens sans pilote ou les WAPS, ce qui représenterait une opportunité technologique de pointe selon ce qui est rapporté. Le fait est que, au bout du compte, c'est une guerre et s'ils vont être au front, même dans le domaine des drones, évidemment leurs vies sont aussi en danger. Un sujet qui montre la pression qu'il y a pour vouloir maintenir le conflit à tout prix, peu importe même si tu te retrouves sans étudiants universitaires. Un autre sujet qui attire aussi l'attention est un message lancé par la dirigeante de l'opposition là-bas, au Venezuela, Maria Corina Machado, dans lequel elle souligne un point très intéressant qui est ou demande que des élections soient organisées dès que possible. La dirigeante de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix a appelé à organiser des élections dès que possible au Venezuela, après que le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a rejeté cette demande dont on ne sait pas ce qu'ils veulent prolonger. Et ici, la communauté vénézuélienne qui nous a écrit nous dit qu'il est clair qu'ils veulent consolider le pouvoir. Maria Corina est là. Comment s'appelle-t-elle? Delcy, non? J'imagine que Maria Corina s'en est déjà rendu compte et que l'opposition se rend compte que tout cela n'est qu'un jeu. Un jeu politique de Delcy, des Rodriguez, de Diosdado et de tous les autres pour rester au pouvoir, à tout prix. On commence déjà à voir les premières de ces manifestations où l'on voit aussi les premiers signes de ce nouveau gouvernement, entre guillemets, dans lequel il y a aussi de la répression. Et c'est toujours la même chose. Donc, c'est un sujet.
Eh bien, depuis Washington, j'imagine qu'on ne veut pas bouger, on ne veut pas en parler, mais au moins au Venezuela, il commence déjà à y avoir des mouvements en pensant à un changement de politicien, pas de régime. Un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est l'anniversaire de cette petite gorille. Elle s'appelle Fatou. D'après ce qui est rapporté, ce serait la plus grande gorille connue, du moins quelque part dans le monde. D'après ce qui est rapporté, elle a 69 ans au zoo de Berlin, ce qui lui permet de conserver le titre de la gorille la plus âgée du monde, tandis que sa santé est étroitement surveillée et régulièrement évaluée. Selon les communiqués du parc zoologique, Fatou a passé plus de 6 décennies à Berlin. Elle réside depuis plus de 6 décennies, c'est aussi la gorille la plus âgée, disons, de la planète, un sujet qui attire également l'attention. Elle a presque 70 ans, espérons qu'elle les atteigne. En plus de la gorille la plus âgée du zoo de Berlin, ils ont aussi là-bas un gorille ado argenté, Zango, de 21 ans des femelles qui s'appelle Jimbala, de 24 ans, 29 ans, Népansi, de 40 ans et Tilia, de 5 ans. Voilà, ce sont les gorilles qu'ils ont là-bas. Eh bien aussi, dans le cadre de cette reconnaissance qu'ils font à la gorille, ils célèbrent là-bas son exploit de longévité. Impressionnant, non? Aussi. Un autre sujet qui attire l'attention aujourd'hui est un message donné par Léon lui-même. Léon XIV, le pape depuis l'Algérie, dit « Dieu est avec les humbles, il n'est pas avec les arrogants et il n'est pas avec les orgueilleux », dit-il. Eh bien, c'est aussi un message qui attire l'attention aujourd'hui. Il y a évidemment un affrontement entre le pape et Donald Trump, ce qui est aussi un sujet qui a beaucoup attiré l'attention. Et bon, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également intéressants. Quand arrêteront-ils de frapper l'infrastructure civile libanaise? Je suppose que c'est votre question. Je veux répondre à votre question. Les Israéliens ne se lèvent pas le matin dans l'idée de lancer des missiles de l'autre côté de la frontière. Des missiles sont lancés contre nos civils. Cela va s'arrêter. Nous n'allons pas permettre qu'une organisation terroriste continue de lancer des missiles contre nos centres de population. Cela doit être compris par toute personne qui pose une telle question. Les Libanais le comprennent, je l'espère. Que les médias parviennent aussi à le comprendre. Eh bien, c'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis devant les médias, parce qu'on lui posait la question. Eh bien, c'est-à-dire, quand vont-ils arrêter de tirer des missiles vers des zones civiles au Liban? Et donc, ce que j'ai essayé de comprendre en tentant de voir le point de vue de l'ambassadeur, il dit que c'est parce que le Hezbollah nous tire dessus, il tire sur des zones civiles et il tire là où se trouvent les membres du Hezbollah. Il y a des fois où il se trouve dans des zones civiles, et c'est ce que dit le peuple. Le Libanais le comprend dans le sens où, dans la plupart des cas, ils reçoivent un avertissement, soit par des tracts largués par avion, soit par des messages sur leur téléphone portable leur disant d'évacuer cette zone à telle heure. En général, ils sont avertis une demi-heure avant. Si tu n'évacues pas, tu te retrouves au milieu d'une explosion ou d'un bombardement dans une situation terrible. C'est extrêmement dur. Ils affirment qu'ils ne laisseront pas les bombardements de roquettes du Hezbollah se poursuivre vers le nord d'Israël, y compris les zones civiles. Donc au final, c'est une situation terrible qu'ils vivent et, l'ambassadeur répond ainsi aux médias américains. Maintenant, un autre sujet qui attire également l'attention est le message que donne Vladimir Zelensky là-bas en Allemagne. Écoutons ce qu'il dit. Nous refusons une version allégée de l'OTAN ou de l'UE. Nous voulons une adhésion à part entière à l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne et l'OTAN peuvent vraiment bénéficier de nous avoir comme partenaires également. Notre armée qui est une armée forte. Parce que personne n'a besoin d'une version allégée de l'armée ukrainienne à ses postes. Donc je pense que c'est bénéfique pour les deux parties. Eh bien, un sujet qui attire l'attention, c'est cette réaction. Parce que lors de cette réunion, ce qu'il dit en gros, c'est « Écoutez, si nous allons appartenir à l'OTAN, nous allons y appartenir pleinement. Pas à moitié, ou à l'Union européenne, pas à moitié non plus. » Pour ne pas non plus faire les choses à moitié concernant le soutien de l'armée ukrainienne à l'OTAN ou à l'Europe, peu importe.
Eh, Eh bien, il y a aussi là des luttes internes, parce qu'au bout du compte, il y a des pays européens qui regardent cela avec méfiance. Ce mouvement, mais il y en a aussi d'autres qui le voient comme une nécessité de mettre un frein à la Russie et de dire « Regarde, nous pouvons nous unir à qui nous voulons ». N'avance pas vers l'Europe, parce qu'évidemment l'OTAN ou l'Union européenne va aussi avancer vers la Russie. Évidemment non. Donc on défend que c'est une guerre de vision, de politique, d'avenir, dans laquelle l'Ukraine lutte depuis longtemps pour rester en dehors, pour échapper à l'influence. Russe est resté surtout sous l'influence de l'OTAN et de l'Europe, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est un sujet pour lequel on continue de se battre, qu'on continue de rechercher, et bien clairement, l'Allemagne en se présentant aux côtés de l'Ukraine montre aussi sa position. Une position très proche de celle de Starmer, qui a aussi été ferme dans sa position, parce que l'Allemagne était très prudente à l'époque, et maintenant l'Allemagne est déjà plus en position de soutenir l'Ukraine. Abordons aussi d'autres sujets et informations importantes. Portez votre attention sur ce que font les États-Unis en ce moment concernant la sécurité nationale. Il faut rappeler qu'ils ont des finances assez désastreuses dans de nombreux domaines. Même la question de la sécurité a été très durement touchée. Il faut voir comment sont les files d'attente dans les aéroports aux États-Unis depuis déjà plusieurs mois. Le département de la sécurité intérieure a dû donner un ordre, sûrement pour des raisons de sécurité. Peu importe, un ordre a été donné. De rappeler tous ces employés, en plus du retour, on ne sait pas s'il y a un déblocage des fonds, c'est-à-dire que les fonds restent bloqués. Mais le retour concerne déjà les travailleurs de la sécurité intérieure. Passons aux détails de ce qui a été présenté comme un rapport qui a surpris aujourd'hui, car ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis a donné l'ordre de retour immédiat à tous les employés, même si le gouvernement continue. Techniquement fermée par manque de budget, cette mesure rompt avec des décennies de protocoles lors des fermetures fédérales où seul le personnel essentiel, uniquement ce personnel, peut continuer à travailler, les autres non. Désormais, presque tout le personnel est en service, y compris dans des domaines critiques comme les urgences et la cybersécurité, qui ont toujours fonctionné. L'ordre intervient alors qu'un blocage politique du Congrès empêche de débloquer des fonds essentiels au gouvernement. Et cela est fait pour mettre la pression sur Trump concernant certains sujets sur lesquels on cherche à trouver un équilibre. Par exemple, la question des tarifs douaniers ou celle des sujets, disons, internes et politiques aux États-Unis. Par exemple, l'argent que l'on veut envoyer à l'ICE, sur lequel les démocrates ne sont pas d'accord pour que l'ICE reçoive une telle somme d'argent. Et au milieu de ces ajustements et de ces conflits, cela se bloque. C'est une question politique du Congrès qui empêche de débloquer des fonds essentiels au fonctionnement du gouvernement. D'autres sujets importants. Il y a un rapport de la part du Bureau des Amériques de la FIDH, dans lequel il explique au Congrès du Mexique comment il y a de la confusion sur la question des disparitions. Un sujet qui attire l'attention parce qu'il l'explique d'une manière très diplomatique et très claire. La raison pour laquelle le gouvernement mexicain devient soudain très sensible quand on aborde la question des disparus. Parce que soudainement, on adopte la rhétorique trumpienne, en disant que c'est un État défaillant et des choses de ce genre. Et ce qu'ils disent, du moins au sein de cette organisation, c'est un point que nous allons clarifier. La Fédération internationale des droits de l'homme, c'est-à-dire la FIDH, dit ce qui suit. Le conflit naît d'un malentendu fondamental. Le gouvernement considère la reconnaissance des disparitions forcées comme une affirmation que le Mexique est un État défaillant. Jimena Reyes, représentante de la FIDH, précise que cela est faux. Un pays peut avoir des institutions qui fonctionnent et en même temps faire face à une violence extrême du crime organisé. Ou ce qu'elle dit, et si je te lis une partie du rapport, ce qu'il dit c'est, voyons, il y a des zones entières du pays qui fonctionnent parfaitement bien et normalement. Et les gens vont au travail, vont dans les parcs. Allez, ils ont une vie normale, dit et reconnaît la FIDH qu'une bonne partie. Le pays est comme ça, il est, disons, normal et tranquille, comme n'importe quel autre pays où les gens vivent leur vie, vont au travail, à l'université ou ailleurs.
Mais en même temps, il dit qu'il y a d'autres réalités, il y a d'autres zones du pays qui ne vivent pas la même réalité, et que, eh bien, il faut aussi reconnaître cette partie-là. Ce n'est pas que l'État a échoué, mais il y a des régions qui ont de graves problèmes et qu'il faut reconnaître. Je trouve que c'est aussi un point intéressant. Espérons qu'il y ait plus d'ouverture au dialogue sur ce sujet, n'est-ce pas ? Selon ce que dit le rapport du CET, il propose que les disparitions au Mexique pourraient être classées comme des crimes contre l'humanité, ce qui élève la gravité au niveau international. Cela permet d'enquêter non seulement sur les auteurs matériels, mais aussi sur les hauts responsables et les chaînes de commandement, ce qui n'arrive pas aujourd'hui et qui laisse une large place à l'impunité. Selon le rapport, le Mexique vit dans ce paradoxe. D'un côté, il y a une stabilité institutionnelle, cela coexiste. La stabilité existe dans de nombreuses régions du pays, mais d'autres restent instables, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. La fiche demande même d'activer l'article 34 du CET pour porter l'affaire devant l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui marquerait un précédent au niveau mondial. Le rapport cherche également à ouvrir le débat mondial sur la manière de faire face aux crimes organisés au niveau mondial en matière de droits de l'homme. Pas seulement au Mexique ou en Amérique latine, mais à l'échelle mondiale. Les chiffres sont éloquents. Plus de 132 000 personnes disparues et environ 28 000 cas récents entre 2024 et 2025. Si l'on compte les dernières années, cela fait 23 000 cas, 28 000 personnes disparues. Eh bien, c'est évidemment un sujet terrible, un sujet qu'il faut continuer à explorer et qu'il ne faut pas politiser. J'ai trouvé que la façon dont Fitch l'a commenté était correcte. Parce qu'ensuite, il y a la sensibilité du politicien, qui voit tout comme une attaque dès qu'il s'agit de sujets sensibles, et ce n'est pas comme ça que ça devrait être, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas politiser cette question, il faut plutôt y répondre de manière urgente, évidemment. Il y a une alerte d'ailleurs de JP Morgan, une alerte concernant l'impact mondial de ce qui se passerait avec Mythos. Vous vous souvenez de cette intelligence artificielle dont on a tant spéculé sur sa puissance, qui pourrait même révéler les vulnérabilités des plateformes les plus sécurisées au monde. Et cela ferait que n'importe qui, même sans aucune connaissance en piratage, pourrait devenir un hacker professionnel, sans jamais l'avoir été auparavant. Jenny Diamond, le directeur général de cette banque de ce JP Morgan, a averti que l'impact de Mythos pourrait n'être que le début, disons. En d'autres termes, nous faisons en sorte que la connaissance se démocratise à travers les réseaux, à travers Internet. Je veux dire, il y a de tout, non ? Mais la connaissance, l'accès à la connaissance, s'est démocratisé. L'autre jour, quelqu'un disait ça, quelque part. Un archéologue, quelque chose comme ça, disait qu'avec l'information dont on dispose aujourd'hui, n'importe qui pourrait être ou avoir le même niveau d'expertise, disons, qu'un anthropologue ou un archéologue de premier niveau. C'est ça, disons, quelques années. Il n'y avait pas accès à ce niveau de connaissance, et maintenant, n'importe qui se concentre là-dessus pourrait avoir les mêmes informations que les meilleurs archéologues ou anthropologues de leur époque, non. L'accès est impressionnant, mais dans ce sens, ce que dit JP Morgan, c'est que l'accès à des IA déjà au niveau de Mythos et à des technologies plus avancées pourrait être préoccupant. Selon le directeur général de JP Morgan Chase, il avertit à propos du récent test d'intelligence. Et pourquoi les banques en parlent-elles ? Parce que les banques ont été parmi les premières à en être informées. Washington a donc organisé une réunion d'urgence après celle tenue avec les 12 plus grandes entreprises technologiques dont Apple et Google. Il a également eu une réunion le lendemain à Washington, une réunion avec toutes les banques, institutions financières, fonds, etc. Pour leur dire, faites attention à cela. Parce que ces technologies peuvent facilement repérer des vulnérabilités dans la sécurité de vos applications, de vos banques, etc., etc. Diamond a reconnu que les outils d'IA ont un grand potentiel pour renforcer les défenses technologiques à l'avenir. Avec ces mêmes IA, on peut aussi. De la même manière qu'on rend un endroit plus sûr, cela peut aussi s'appliquer dans le sens opposé.
c'est-à-dire une exposition plus grave. Donc la cyberinsécurité, pour ainsi dire, non? D'après les rapports, il y a des milliers de points faibles utilisateurs dans les logiciels d'entreprise aux États-Unis. Voilà. Des logiciels qui n'étaient pas seulement des logiciels, mais même des types de fichiers. Des types de fichiers, ce genre d'email, etc., etc. Ils se sont rendus compte que des systèmes qu'ils utilisaient en fait depuis des décennies présentaient des vulnérabilités impressionnantes. Avec cela, on peut avoir une porte d'entrée pour accéder aux emails, aux sites, aux serveurs, etc., qui sont censés être super sécurisés. Donc, c'est un sujet vraiment très intéressant. Eh, Mais cette plateforme n'est pas sortie sur le marché. Elle ne fait pas partie de l'IA d'Anthropic d'ailleurs. Elle est trop puissante, trop forte soi-disant. Allons dans le détail. Certains pensent que c'est surtout du marketing, comme je l'avais dit il y a quelques jours. Mais les réunions ont eu lieu officiellement. Donc bon, peut-être que l'inquiétude est simplement une inquiétude de probabilité, c'est ce qui leur fait peur. Bon, passons aux commentaires. Comment allez-vous, Alberto, Carlos Martinez, Rublox? Bonjour à toute la communauté. Et Baldo, comment va Baldo? José Zaraté, Jésus Naro. Comment allez-vous? Salutations à tous. Comment ça va? Comment se passe votre journée aujourd'hui? Le 14 déjà, à la moitié du mois, l'année avance, on progresse. Le début, disons, du deuxième trimestre de l'année, ce n'est pas toujours analysé, pas comme l'a été le premier trimestre de l'année. Eh bien, je pense que ce qui est le plus pertinent, c'est le fait que mars a apparemment été la pire année de l'histoire récente. Au moins en ce qui concerne la production de pétrole, c'est l'un des sujets importants des données, disons. Salutations, José Zaraté, comment allez-vous? Mon homonyme, Fabrice, comment allez-vous? Bien à vous. Je pense que l'Iran et que les ayatollahs devront implorer grâce, dit Carlos. Comment vas-tu, Carlos? Alberto, comment allez-vous? Un grand salut. Carlos dit qu'il y a des milliers d'entreprises chinoises qui nous encombrent et devront s'arrêter. Comment vas-tu? Dit Temo que nous soyons, dit Alberto. J'ai peur que nous soyons. Salutations. J'ai peur que nous soyons. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai peur que nous soyons. Le commentaire est bon. Il dit « Je pense que le mieux, c'est d'avoir une émission sérieuse et sans blague pour ces cas-là, même à la télé. » Il dit « Comment va Élisée Frère? Un énorme salut. » Salutations et merci beaucoup. Merci beaucoup Alba, à tous, à toute la belle communauté. Comment allait Linda Salut jusqu'au Canada? Bonjour, très bonne journée. Eh bien, à toute la communauté. Un grand merci Marcella, jusqu'au Chili. Un énorme salut. Eh bien, je vais prendre congé pour l'instant. Nous allons rester attentifs ici en essayant de tout mettre à jour en direct. Nous allons essayer de mettre à jour. Nous l'avons déjà fait, c'est déjà le 3e jour. Je crois que nous sommes en train de mettre à jour à 100% tous les rapports et les résumés en direct. Nous les mettons sur Pepe Clips si vous ne connaissez pas la chaîne. Eh bien, nous y sommes aussi. La chaîne appartient au compte qui a un logo orange, c'est-à-dire c'est le compte de Pepe, mais il est de couleur orange. Maintenant, c'est ce compte, c'est Pepe en Vivo Clips. Là, il y a les clips parce que parfois je veux les regarder en clip, et ils sont là. Les vidéos sont là en clip. Maintenant, ici en direct, dans le direct complet, il y a aussi l'option de le regarder via les notes. C'est-à-dire que ça apparaît dans le commentaire, dans le premier commentaire, quelques minutes après, les épisodes de ce compte apparaissent. Tout ce dont nous parlons, tous les rapports. Écoute, moi je veux juste passer directement au sujet de l'Iran. Tu peux passer les sujets sur l'Iran et tu le vois là. Tu sautes tout le reste et j'espère que vous aurez envie de nous regarder en entier. Mais sinon, voilà la façon. Aujourd'hui, ils ont parlé de technologie, ils ont parlé je ne sais pas de quoi. Tu passes les sujets. Ça aussi, c'est vraiment cool. C'est quelque chose de bien, on fait l'effort pour que ce soit comme ça. J'espère que ça vous plaira. Un énorme salut à toute la communauté. Merci beaucoup de nous accompagner. On se retrouve ce soir pour le rapport complet. Ou sinon, il y aura sûrement autre chose avant. Je vous embrasse. À bientôt.